Donc bonjour à toutes et tous, je me présente, je suis Jeanne Martin, je suis chargée de la pédagogie du programme Dilemme et du programme Dilemme, en partie éducation pour l'association, pour la Fondation Crésus. Et nous allons aujourd'hui passer 1 heure ensemble pour mieux comprendre les rouages d'un budget personnel. Alors, je vais d'abord vous montrer le sommaire. Donc, je vais faire une première partie sur une petite mini présentation de Crésus parce qu'il y a des personnes inscrites au webinaire qui ne le savent pas. En deuxième partie, je vais parler du budget de Maxime. Ça va être un cas pratique sur lequel nous allons travailler. Et en troisième partie, nous aurons un petit temps pour des questions libres. Alors, Crésus est une association qui existe depuis maintenant 30 ans. On est né en 1992. Notre premier nom, c'était SOS Surendettement. On est né après l'instauration de la loi Neyertz qui a vu le jour en 1989 et on est né en Alsace. Pourquoi est-ce qu'on est né en Alsace? C'est parce que en Alsace, il y a encore toujours beaucoup de travailleurs transfrontaliers qui ont vécu de plein fouet la crise économique qui a eu lieu en Allemagne suite à la réunification de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest. Et période de chômage en vue, le nombre de dossiers de surendettement a explosé. L'association devait durer seulement 2 ans parce qu'on pensait que les pouvoirs publics allaient s'emparer du projet. Ça n'a pas été le cas. Donc, nous existons encore. En 95, Crésus Alsace est né. Donc, c'est le nouveau nom que l'on a donné pour la Chambre régionale du surendettement social. Ça parle un petit peu mieux, c'est un petit peu plus attractif que SOS Surendettement. En 2004 est née la Fondation Crésus. En 2008 est née la Fondation Crésus. En 2008 était l'année de la crise des subprimes. Et donc, cette fondation a été créée pour contrer et pour prévenir la fragilité financière. Et c'est seulement en 2013 que le programme Dilemme est né autour d'un jeu de plateau ludique dont le premier objectif était l'éducation budgétaire. Au fur et à mesure des années, sont nés d'autres programmes Dilemme, donc Dilemme Junior, Dilemme Entrepreneur et Dilemme Avenir. Dilemme Junior, c'est une petite application pour les enfants. Dilemme Entrepreneur sert à sensibiliser à l'entrepreneuriat. Et Dilemme Avenir, qui est en cours de test, mais surtout en cours de lancement, sert à sensibiliser à l'épargne, au placement, ainsi qu'à la préparation à la retraite. Voilà pour nous. L'objectif premier de Dilemme, c'est de changer la relation à l'argent, former des citoyens et des citoyennes responsables, ainsi que des consommateurs et des consommatrices qui auront les outils et connaissances nécessaires pour gagner en autonomie. On peut voir en photo le premier plateau qui est sorti, celui de Dilemme Éducation. En quelques chiffres, nous sommes 30 associations fédérées dans 42 départements. On dispose de 470 bénévoles experts, des retraités des mondes de la banque, de l'assurance, du droit, etc. Nous avons organisé depuis le début 128 700 consultations individuelles. Nous sommes constitués de 220 points d'accueil de proximité. Et en ce qui concerne le programme Dilemme, nous avons une communauté de plus de 2000 ambassadeurs et d'ambassadrices, et nous avons réalisé déjà plus de 50 000 sessions Dilemme pour plus de 500 000 participants sensibilisés depuis 2013. Donc c'est un chiffre énorme et nous en sommes très contents. Alors, après cette présentation, je vous propose de rentrer un petit peu dans le vif du sujet en se mettant dans la peau d'un personnage. La peau d'un personnage qui se retrouve face à des problèmes budgétaires et on va suivre Maxime dans ses projets et aborder les gestions qu'il se pose concernant la gestion de son budget. Alors, Maxime, c'est lui.
Il a 26 ans, il vit en région parisienne où il est venu faire ses études de cinéma après avoir grandi dans le sud de la France. En parlant d'études, Maxime a été diplômé en juin 2022 à l'issue de son master. Donc on peut voir ici la photo de Maxime à l'issue de son diplôme. Par chance, il a réussi à trouver un emploi rapidement après avoir obtenu son diplôme. Et donc, depuis la rentrée 2022, il occupe dans son premier poste à temps plein. Il occupe donc un premier poste à temps plein dans une boîte de production de films. Depuis maintenant bientôt 2 ans, Maxime vit avec Gabriel, son colocataire, avec qui il s'entend bien et partage beaucoup de choses. On peut le voir sur l'image ici présente. Alors, dans leur vie de tous les jours, les 2 locataires sont en effet très amis. Leur cercle d'amis est relativement commun, la communication est présente et il leur arrive également de fréquemment passer des moments ensemble, que ce soit pour une soirée improvisée, pour aller au cinéma, pour aller voir des concerts, ce sont de bons vivants. Parlons maintenant, du cœur de notre sujet, le nerf de la guerre qui est l'argent. Dans sa façon de le gérer, Maxime est plus ou moins vigilant. Ni plus ni moins que d'autres en fait. Il consulte son solde ponctuellement sur l'application de sa banque pour estimer à vue de nez à quel point il peut se permettre de dépenser sur le reste du mois. Il sait qu'il arrive généralement à mettre environ 30 € de côté tous les mois et qu'il vire donc sur son livret d'épargne. Ça, c'est la théorie. Mais le fonctionnement habituel c'est donc le fonctionnement habituel qu'il a dans sa gestion budgétaire. En pratique, il y a des périodes plus ou moins dépensières, comme tout le monde en fait. Alors, bon, c'est pas grave. Oui, ça c'est voilà. Et donc là, donc on vient de finir une période de solde et Maxime s'aperçoit qu'il s'en est donné à cœur joie. Donc il a décidé de se faire vraiment plaisir et de dépenser sans trop dépenser et il se dit une fois que de temps en temps, ça fait du bien. Et dans cette effervescence, Maxime s'est un petit peu emporté. Il n'a donc pas pu épargner les 30 € qu'il met habituellement de côté et a même dû piocher dans l'épargne qu'il s'est déjà constituée. Et ça, ce n'était pas prévu et ce n'est pas la première fois. Déjà l'an dernier, certaines charges sont tombées en fin d'année qu'il avait totalement oublié de mensualiser. Alors, loin de se laisser abattre, il décide qu'il est temps de mettre à plat son budget et d'en avoir une gestion plus rigoureuse pour pouvoir réaliser ses envies sans pour autant se mettre en difficulté. D'autant plus que la période est compliquée pour le moral. Maxime a vraiment envie de se projeter un peu plus sereinement dans l'avenir en rêvant des vacances qu'il espère pouvoir prendre en fin d'année. Alors pour ça, il va falloir mettre de côté et revoir toute la structure de son budget. Après tout, comment rêver mieux qu'une petite escapade pour se vider la tête? Alors maintenant, je vais vous poser une petite question qui normalement va vous être transmise sur le chat et vous allez pouvoir y répondre. La question c'est: qu'est-ce que le reste à vivre quand on parle d'un budget? Alors vous pouvez répondre sur le chat et normalement nous aurons un certain nombre de C'est apparu, oui. c'est apparu? Est-ce que déjà les réponses, arrivent? 100 de enfin, je laisse un peu de temps avant de révéler. Déjà, c'est une réponse. Oui, on a 100. Ah mais vous êtes fort. Bon, je viens de dire la réponse, donc on ne va pas faire durer le suspense. En effet, c'est l'argent dont on dispose une fois les charges fixes sont soustraites aux ressources. Comment? on a eu une petite réponse, Alors donc le reste à vivre, c'était ça. Maintenant, au final, on va maintenant, voir comment on construit un projet. Donc ici, vous pouvez voir un tableau avec, en première colonne les ressources et en deuxième colonne les charges. Dans les ressources, on voit donc on peut compter beaucoup de choses,
ce qu'on compte ici, c'est le salaire, les allocations, la bourse étudiante, les intérêts immobiliers, la pension alimentaire, le remboursement des impôts aussi peut-être, le crédit des impôts. Pour ceux qui en disposent, ça peut être un revenu immobilier, etc. Pour les charges, il faut faire une différence entre les charges fixes et les charges courantes. Les charges fixes, là-dedans, on compte le loyer, les abonnements, les assurances aussi, parce qu'il y en a plusieurs souvent, l'énergie, les pensions alimentaires quand on doit en payer. Donc, c'est des charges qui sont incompressibles. On ne peut pas les modifier, en tout cas pas à court terme. Dans les charges courantes, il y a tout ce qu'on doit payer au quotidien. Donc l'alimentation, l'essence quand on dispose d'une voiture, les produits d'entretien, les vêtements, les coiffeurs, etc. Alors, tout ça pour avoir un petit calcul qui se forme. Comment? Les intérêts immobiliers, c'est quoi? Où ça, les intérêts immobiliers? Dans ton tableau, il y a écrit intérêts immobiliers. Oui, bon, c'est à ce moment-là les revenus immobiliers. Location. Exactement. Oui, donc les revenus immobiliers, ça veut dire quand on est déjà propriétaire d'un appartement ou d'une maison et qu'on le loue. Donc on fait recettes moins charges fixes, ça nous donne le reste à vivre. Et avec cela, on peut payer les charges courantes, on peut épargner et on peut également se faire plaisir. Dans l'épargne, il y a 2 notions. Il y a l'épargne de précaution pour faire face aux imprévus et l'épargne de prévoyance pour se financer un projet. On va le voir plus tard. Alors maintenant, donc pas besoin d'être pro du budget pour en avoir conscience. Savoir, c'est pouvoir. Il faut donc que Maxime mette les choses à plat concernant ses dépenses mensuelles et ait des éléments chiffrés afin de pouvoir envisager de les modifier. Donc Maxime doit faire ses comptes. Il prend le temps de faire le point sur les mois précédents et de dégager une moyenne de ce qu'il dépense chaque mois, sans oublier de tenir compte de ce qu'il dépenserait dans des temps où les activités extérieures et festives seraient plus libres. Et voilà donc ce que ça donne. En haut à droite, vous voyez ses seuls revenus actuels. C'est un salaire qui est bas, qui est de 1 400 €. Je rappelle que Maxime travaille dans le milieu de la culture. Donc c'est des salaires en général très bas. Et c'est un salaire également que l'on a volontairement voulu bas puisque, pour information, le salaire médian actuellement est de 2 187 €. C'est des prévisions pour l'année 2023. C'est haut, on s'imagine que c'est haut, mais en fait, si on imagine que tous les autres que les plus hauts salaires sont à des niveaux, inimaginables, finalement, c'est bas. Ici, le reste à vivre est de 480 €. Attendez, c'est-à-dire 920 moins 280, pardon, 1 400 moins 920 €. Alors maintenant, je vais vous montrer une nouvelle question, à laquelle vous allez répondre. C'est quelle charge est la plus facile à réduire dans son budget? Alors, est-ce que c'est le loyer? Est-ce que c'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères? Est-ce que c'est l'alimentation ou est-ce que c'est l'électricité? Première réponse en vie. Il y a une petite bataille entre alimentation et électricité. Ah ouais? Ah non, bon, pas vraiment une grosse bataille. C'est une grosse bataille ou? Non. Non? Ah. Et ce qui arrive en majorité, c'est? Alors, pour l'instant, on a l'alimentation qui arrive en premier avec 78% des réponses, suivi de l'électricité. Bon.
Eh bien, très bien. Donc, en effet, c'est l'alimentation. L'électricité, en effet, on en parle assez pour le savoir. Le problème, c'est que c'est quand même une charge incompressible qu'on est obligé de payer tous les mois, à moins de, de négocier avec son fournisseur d'électricité. En ce qui concerne la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle n'est payée. Elle fait partie des charges locatives et elle est annuelle. Elle tourne autour de 63 euros pour la plus basse à Brest et elle est à 230 euros par an à Paris. Donc, alors, en faisant le point, Maxime constate que ces charges fixes sont trop importantes en comparaison des montants pratiqués sur le marché. Donc, l'offre Internet à laquelle lui et Gabriel ont souscrite est bien trop chère. Il peut donc en changer pour des tarifs plus intéressants. Et en parallèle, son engagement étant fini sur son abonnement de téléphone, il s'aperçoit qu'il lui est possible de souscrire à un abonnement plus intéressant en offrant plus d'options. Donc déjà, voilà, 20 euros d'économiser tous les mois. En ce qui concerne, donc, en ce qui concerne la gestion des factures d'énergie, les abonnements sont au nom de Gabriel, son colocataire. Et Maxime lui fait un virement permanent de 70 euros tous les mois pour régler sa part. En reconsidérant ses factures lissées sur l'année, les deux colocataires constatent que Maxime versait une somme trop importante par rapport à leurs dépenses réelles depuis qu'ils ont commencé à faire attention à leur consommation. Maxime change le montant du virement permanent pour mieux coller à la réalité et ce sont 10 euros de plus d'économiser chaque mois. Et pour pallier aux dépenses imprévues, de fin d'année, Maxime met en place une mensualisation de ses charges locatives. Il voit large, au pire, la régularisation de l'excédent sera un petit bonus sur son épargne. Ses charges fixes augmentent donc de 20 euros par mois dans ses prévisions du mois. C'était des dépenses qu'il faisait déjà avant, mais qui n'étaient pas planifiées. Donc finalement, ça marche. Enfin, les charges d'alimentation peuvent également être réduites. Mais je le conçois, il faut à ce moment-là vraiment être très précautionneux, donc faire très attention. Alors, une troisième question va vous être posée. Combien d'astuces d'astuces connaissez-vous pour limiter vos dépenses au supermarché? Marché, mais également au marché tout court. On ne va pas tous au supermarché pour faire nos courses. Je le conçois. Et là, vous pouvez également mettre vos idées sur le chat. Liste de courses, parfait, très bien. C'est la première des choses à faire. Prix au kilo. Prix au kilo. On avait prix au kilo qui revient souvent. Ah, faire des courses en sans forme. Oui, c'est sûr. Est-ce que vous êtes déjà tous ambassadeurs d'Ilem? Ça ne serait pas étonnant. Lydie, Oui. ils ont intérêt les produits aux dates limites. Jean-Pierre nous parle de carte fidélité. Caroline, préparer ses menus. Oui, préparer ses Ah, menus. c'est vrai que Noémie, c'est ne pas faire ses courses en ayant faim. Oui, très bien. Merci beaucoup pour tout ça. Prévoir ses repas, faire sa liste de courses. Ouais. Ah, c'est dans le choix des marques, faire des stocks. Donc, les plus grandes économies qu'on puisse faire aussi, c'est quand même de ne pas acheter tout préparé. Je conçois également qu'il faut beaucoup de temps et de la motivation, mais on peut vraiment baisser son budget en faisant la cuisine. Et enfin, une quatrième question. Attendez, non, pardon. Non, très bien. Alors maintenant, passons désormais à un autre volet de la révision du budget de Maxime. On a vu tout ce qui comportait les charges, mais on n'a pas fait le point sur les ressources.
Donc actuellement, la seule et unique entrée d'argent dont il dispose, c'est son salaire. Il est très bas, comme vous avez pu le constater. La situation de Maxime vous a été présentée en début de webinaire. Avez-vous donc une idée d'une aide financière existante dont il pourrait bénéficier et qu'il n'a peut-être pas pensé à demander? Donc vous êtes invité à répondre dans le chat. Au vu de sa situation. Donc, il est jeune, il vient de commencer il vient de rentrer dans la vie active. Commencer à lire les réponses. Alors, merci pour toutes vos réponses. Alors, je vais les lire dans l'ordre. Sandrine nous parle d'APL, modalité de prime d'activité. Très bien. Une activité qui revient Mhm. souvent. Prime à l'emploi. Oui. Peut-être, APL, prime d'activité. Ah, Action Logement. Eh oui. Mhm. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, en effet. Alors, donc, des aides existent pour de nombreuses situations. Donc, par exemple, si vous faites des études, pensez aux bourses annuelles du Crous, du programme Erasmus, ou encore des aides ponctuelles ou annuelles du Crous, dont les critères diffèrent de la bourse sur critères sociaux. Si vous êtes salarié avec de petits revenus, la prime d'activité, que vous avez de nombreuses fois citée, existe et certaines aides de prolongement des bourses étudiantes permettent également de bénéficier d'une aide dans la recherche de votre premier emploi, par exemple. Si on est apprenti, certaines prestations peuvent également s'adresser à vous directement ou alors faciliter votre embauche dans une entreprise. Faites un tour sur le portail de votre région ou de votre commune. Il y a de magnifiques surprises. Le non-recours de ces sommes est importante chaque année. Pensez vraiment à explorer ce millefeuille administratif pour ne pas passer à côté de belles opportunités. Vous avez le site mesdroitssociaux.gouv.fr qui centralise de nombreuses aides et vous permet de faire une simulation de grande ampleur pour vous faire gagner du temps. De plus, ça n'est pas présent sur cette présentation, mais pensez également à ouvrir un LEP si vous êtes éligible, un livret d'épargne populaire qui s'adresse aux personnes qui payent peu ou alors pas d'impôts. Il est en ce moment, depuis février, à un taux de rémunération annuelle de 6,1%, ce qui est énorme, c'est même plus haut. Enfin non, cela suit l'inflation, mais c'est le placement le plus intéressant en ce moment. Voilà, ici vous avez une photo de mesdroitssociaux.gouv.fr. Alors, outre les questions d'aide financière, si vous cherchez de plus amples informations sur le budget, voici quelques ressources que vous pouvez consulter en ligne. Donc, il y a mesquestionsdargent.fr. C'est un site développé par la Banque de France. C'est un organisme public. Ce portail a vocation à répondre aux questions liées à l'argent en général. Donc, il comporte des lexiques, des simulations, des données régionalisées. C'est une véritable mine d'or. Vous avez également la Finance pour tous. C'est un site tenu et édité par l'Institut pour l'éducation financière du public, l'IEFP. C'est une association d'intérêt général. Elle est agréée par le ministère de l'Éducation nationale, tout comme Dilemme, bien entendu. Vous trouverez sur ce site de quoi explorer de multiples notions en matière de finance afin de mieux comprendre notre environnement économique, son fonctionnement et afin de faire des choix éclairés au quotidien. Et enfin, vous avez le site lesclésdelabanque.com. C'est un service développé par la Fédération française bancaire, la Fédération bancaire française, pardon. C'est une association indépendante représentant l'ensemble des établissements bancaires français. Et ce site vise à permettre au public de s'approprier et de mieux comprendre le milieu bancaire. Alors, voici maintenant. Donc, vous avez vu ces trois sites. Nous vous enverrons, si vous voulez, cette présentation. Maintenant, on va faire le point sur le nouveau budget de Maxime.
Donc, on peut voir que maintenant, celui-ci a un niveau de revenu supérieur qui est de 1 500 €. Il a des charges mensuelles de 1 160 € contre 1 200 auparavant, excusez-moi. Donc son budget loisir, lui, passe de 170 € par mois à 190 et il a une épargne de 30 € à 150 €. Donc le budget loisir de Maxime est désormais plus important. Il a de quoi se faire plaisir tout au long du mois et pour ne pas s'enflammer et pouvoir garder le contrôle de cette liberté nouvelle, il souhaite veiller à ne pas dépasser ce budget qu'il s'est fixé. Se pose donc la question de la manière appropriée pour limiter ses dépenses. Alors, je vais vous poser une énième question. Oh, pardon, j'ai oublié cette slide en effet. Donc, 1 500 € de ressources, 1 160 € de charges mensuelles, 910 de charges fixes et 250 € de charges courantes, soit un reste à vivre de 590 €. Budget loisir de 190 € et épargne à 150 €. Et nous voyons un Maxime heureux. Donc cette dernière question, non, cette avant-dernière question. Quel moyen de paiement Maxime devrait-il privilégier pour mieux gérer son budget loisir? Donc les différentes réponses possibles sont sa carte bancaire, des espèces, un chéquier, des crypto-monnaies. Ça, c'est pour, peut-être, Les réponses commencent à arriver. Mmh. Merci pour votre participation. Alors, pour l'instant, nous avons 7% de carte bancaire, 92% d'espèces. Ça bouge encore un petit peu. La carte bancaire quand même. OK. De la carte bancaire. Ah, Noémie apporte une suggestion. Oui. On parle de carte bancaire à débit immédiat. Ah oui, ça en effet. Nous avons un résultat de 86% d'espèces et 13% de carte bancaire. Alors, on dit en général que c'est les espèces. Je sais que est-ce que c'est une espèce en voie de disparition? Mais ça demeure vraiment le moyen de le paiement le plus économe qui soit. Rien qu'en jouant à Dilemme Éducation, on voit combien est-ce qu'il nous reste tous les mois. De plus, une carte bancaire à débit immédiat, en effet. Mais il faut quand même faire attention à ne pas tomber à découvert. Si on a une bonne application bancaire qui nous envoie un SMS pour nous dire qu'on est bientôt à découvert, ça également, ça peut être une solution. J'ai maintenant une question numéro 6 à vous poser. Donc, comment souhaitez-vous répartir l'épargne de Maxime entre épargne de précaution et de prévoyance? Peut-être que on peut rappeler ce que c'est qu'une épargne de précaution et de prévoyance. L'épargne de précaution, c'est pour faire face aux imprévus, donc remplacement de la machine à laver, une amende parce qu'on a grillé un feu rouge, ou alors parce qu'on a mis des écouteurs, ça m'est arrivé ce matin. C'est 90 €, hein, c'est pas quand même assez cher. Et l'épargne de prévoyance, c'est pour se financer un projet, donc une épargne sur le long terme. Alors, quelles sont vos réponses? C'est vraiment des explications. N'hésitez pas également à poser des questions sur le chat si vous avez des questions, mais également des remarques. Je te les transmettrai. Alors, pour l'instant, nous avons 2 tiers précaution, 1 tiers prévoyance à 53%. 50-50, on a 35% des répondants. Et 7% pour 1 tiers précaution, 2 tiers prévoyance. Ouais. Ça se stabilise. Et donc, on arrive à
Donc une tendance, donc 57% des répondants pour 2 tiers précaution et 1 tiers prévoyance. OK, eh ben, merci beaucoup. Alors, je dirais que c'est quand même une, une donnée qui varie en fonction de la situation personnelle, des situations personnelles. On dit en général qu'il faut 2 à 3 salaires, sur son épargne de précaution afin de vraiment être sûr de faire face aux imprévus. Mais ça dépend également si vous avez des enfants, si vous avez des parents à charge, si vous avez, si vous avez, de grosses dépenses telle une voiture ou un appartement heu heu, avec, avec, une plomberie qui ne va pas très bien. Voilà, donc ça dépend vraiment, après la réponse la réponse la 1 tiers, 1 tiers. ouais, 2 tiers, 1 tiers, c'est bien, oui. 50, ça peut être correct, mais vraiment en fonction de la situation personnelle de la personne. Voilà. Et maintenant, pour conclure, nous avons un Maxime qui a l'air heureux parce qu'il est pas parti en vacances. Donc au bout de 6 mois, soit début septembre, Maxime a théoriquement pu mettre 6 fois 150 € de côté, soit un total de 900 €. En se basant sur la somme qu'il aura de disponible à la date qui l'intéresse, Maxime est en mesure de planifier des vacances vers la destination de son choix, sans pour autant faire exploser son budget. Pour faire de même, l'idée peut être de d'abord se projeter sur la somme qu'on aura réussi à épargner à un moment T et de décider d'une destination en fonction de ça. C'est l'occasion de peut-être faire des ajustements, décaler d'un mois ses vacances pour bénéficier de tarifs hors saison. Ça, c'est si on n'a pas d'enfant. Avoir un mois d'épargne de côté, en plus au cas où, et ne pas se frustrer en choisissant sa destination de rêve, mais en devant se priver sur place, par exemple. En d'autres termes, c'est s'assurer de la sérénité et de la marge de manœuvre dans ses projections sans pouvoir continuer à réaliser d'autres projets à la hauteur de nos moyens et sans se priver. Voilà. Déjà, est-ce que vous avez des remarques et des remarques là-dessus, des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné? Il y a des choses qui vous ont paru évidentes? Autorisation systématique de CB à autorisation systématique. C'était pas dans la présentation, ça. Mais on peut peut-être en parler. Est-ce que déjà, est-ce que certaines personnes connaissent, enfin, savent ce qu'est une carte à autorisation systématique? Si elle pourra revisionner les Il y a une ID qui s'est et concernant ta question pour l'autorisation systématique, il semble Non? utile que tu. D'accord, bon. Alors donc on a parlé juste avant d'une carte à débit immédiat. Donc c'est en effet une carte, où grâce à laquelle nos dépenses sont débitées immédiatement. Quand on dit immédiatement, c'est, 1 jour plus tard en général. En tout cas, c'est affiché sur notre relevé bancaire. Et en ce qui concerne la carte à autorisation systématique, quand on paye avec, c'est, une demande est immédiatement faite, à la banque pour savoir si, il nous reste assez sur le compte pour pouvoir faire face à cette dépense. Donc c'est une carte où le découvert n'existe pas. Même le découvert autorisé n'existe pas. C'est une carte en général que l'on propose aux clients fragiles, ainsi qu'aux personnes qui sont inscrites au fichier des incidents des crédits aux particuliers, le FICP.
Cette carte présente le désavantage, tout de même, que on ne peut pas payer sur les péages et les parkings. Et on ne peut pas prendre de l'essence avec. Comment? La location aussi, des fois, de voiture. Oui. Louer une voiture également peut être compliqué. Mais sinon, avec celle-là, on est sûr et certain de ne jamais être à découvert. Voilà. Alors, donc en tout cas, je vous invite, si vous souhaitez avoir d'autres astuces budget comme celui-ci, je vous invite à aller sur nos réseaux. Nous faisons souvent nous faisons souvent des posts sur Facebook et LinkedIn. Il s'agit en majorité de l'actualité de notre programme. Et sur Instagram, nous faisons des petits points conseils budget. Comment? Ça y est, la chaîne YouTube. Mais également, et ça n'est pas présent ici, ça c'est voilà, nous avons également une chaîne YouTube sur laquelle sont présentes de nombreuses vidéos pédagogiques qui s'adressent à tous les publics. Qu'est-ce que c'est qu'un découvert? Qu'est-ce que c'est que le surendettement? Qu'est-ce que c'est qu'une carte de paiement, etc. Est-ce que vous avez des questions? Non. Plus de questions. La présentation vous sera transmise en format PDF, voilà, par email. Et voilà. Et si vous n'avez plus de questions, eh bien, donc à vos claviers, mais voilà. Si vous n'avez plus de questions, je peux vous dire merci en tout cas pour votre écoute. Allez-y. Quel âge on peut commencer l'éducation financière dès qu'il y a de l'argent de poche? Ouais. Et même avant, en discutant, il y avait un article l'autre jour dans la presse. Lui envoyer le lien si ça l'intéresse. Donc, à n'importe quel âge, en fait. Donc, grâce à notre application Dilemme Junior, déjà, on fait on essaye de mettre en place cette première éducation budgétaire et ça commence dès les 6 ans. On dit en général qu'il faut savoir lire et écrire. Il y a un site internet qui a publié un article qu'on peut vous envoyer. Qu'est-ce que c'est déjà comme... Justement, il faut que je le retrouve. Oui. Et tu peux le mettre sur le chat. Je le mettrai. Et nous avons aussi une question. Caroline nous demande comment faire venir Dilemme au sein de son asso. Alors, dans quelle structure dans quelle région vous basez-vous? Oui, sinon, alors donc nous, on intervient dans toute l'Île-de-France. Et si vous êtes en dehors de l'Île-de-France, nous pouvons également intervenir chez vous et vous former à l'animation de notre programme. Mais pour cela, il faut nous contacter via notre site internet où l'adresse qui va être notée, c'est contact@dilemme.org. Vous nous faites une demande et nous vous répondons dans la journée. Eh bien, je vous remercie à toutes et tous pour votre participation à ce webinaire et donc organisé dans le cadre de la semaine de l'éducation financière. J'espère que ça vous a plu. Et nous avons un deuxième webinaire demain dont la thématique porte sur l'épargne. Vous êtes bien entendu invités également à participer et j'espère que vous y serez nombreux. Voilà. Et sinon, eh bien, je vous souhaite une bonne après-midi à toutes et tous.